Dans l'océan Pacifique, il existe un endroit si isolé que son existence même semble défier la géographie. C'est l'île de Pâques, que les habitants appellent Rapa Nui. Imaginez, un minuscule morceau de roche volcanique de seulement 163 km², perdu à plus de 3500 km du continent le plus proche. Aujourd'hui, moins de 8000 personnes y vivent, et à première vue, l'île semble ordinaire. Mais à mesure que l'on approche de ses rivages, le sentiment d'isolement absolu cède la place à l'affrontement avec l'un des plus grands mystères de l'humanité. Et ce mystère, ce sont les gigantesques statues de pierre, les Moai. Près d'un millier de ces colosses, environ 900, se dressent, partiellement enterrés dans le sol, le long des côtes et sur les flancs des collines. Ce ne sont pas de simples monuments, ce sont d'énormes têtes humaines sculptées dans la pierre, ancienne, qui regardent le monde avec un silence incroyable et indéchiffrable. Elles inspirent à la fois la vénération et l'inquiétude. D'où viennent-elles? Qui possédait le savoir et les ressources pour les créer dans une telle isolation? Était-ce une civilisation ancienne hautement développée, engloutie par l'océan? Ou bien des forces plus exotiques, chuchotées par les théoriciens du complot, sont-elles à l'œuvre? Les réponses à ces questions dessinent une véritable intrigue que nous allons démêler en plongeant dans le passé de Rapa Nui. Pour comprendre les bâtisseurs des Moai, il faut d'abord saisir le socle même de leur civilisation. L'île de Pâques est née du feu il y a environ 750 000 ans, suite aux puissantes éruptions de 3 volcans. L'un d'eux, le Terevaka, est aujourd'hui le point culminant de l'île. Le paysage y est à la fois rude et pittoresque, des côtes rocheuses, érodées par le vent, des cratères éteints qui se sont transformés avec le temps en lacs d'eau fraîche et des collines douces recouvertes d'un tapis de verdure. Le climat est tropical, presque de type balnéaire, mais l'endroit reste hostile en raison de l'absence de ports naturels et des vents forts quasi constants. C'est dans cet endroit à la fois hostile et splendide que, entre 700 et 1200 de notre ère, arrivèrent les premiers colons. Les recherches génétiques confirment. Il s'agissait de Polynésiens, grands navigateurs qui parcourirent des milliers de kilomètres d'océan ouvert dans leurs pirogues. Cela représente en soi un exploit monumental, à peine moins impressionnant que la construction des statues. Ils apportèrent tout ce qui était nécessaire à une nouvelle vie. Patates douces, poules et, surtout pour notre histoire, des traditions héritées de constructions monumentales et de structures sociales complexes. Ils furent les premiers humains à poser les yeux sur cette côte lointaine, et ce sont eux qui commencèrent à façonner le grand mystère de Rapa Nui. Pendant des siècles, ils vécurent dans leur isolement, sculptant des idoles et développant leur propre culture. Mais tout changea lorsque les premières voiles blanches apparurent à l'horizon, annonçant un contact dramatique et, comme on le verrait, destructeur avec le monde extérieur. Le rideau sur cette civilisation isolée ne se leva qu'au XVIIIe siècle, et ce moment fut fatal. L'histoire des Moai, qui semblait éternelle, se heurta bientôt à des forces extérieures qui effacèrent à jamais une partie de leur mystère. C'est le 5 avril 1722, un dimanche de Pâques, que les navires du capitaine hollandais Jacob Roggeveen atteignirent les côtes de l'île. Lui et son expédition, appartenant à la Compagnie des Indes occidentales, furent les premiers Européens à entrer en contact avec ce prodige de pierre. Le nom de l'île s'imposa naturellement, l'île de Pâques. À cette époque, environ 3000 autochtones vivaient sur place. Mais tout changea lorsque les premières voiles blanches apparurent à l'horizon, annonçant un contact dramatique et, comme on le verrait, destructeur avec le monde extérieur. Le rideau sur cette civilisation isolée ne se leva qu'au XVIIIe siècle, et ce moment fut fatal. L'histoire des Moai, qui semblait éternelle, se heurta bientôt à des forces extérieures qui effacèrent à jamais une partie de leur mystère. C'est le 5 avril 1722, un dimanche de Pâques, que les navires du capitaine hollandais Jacob Roggeveen atteignirent les côtes de l'île. Lui et son expédition, appartenant à la Compagnie des Indes occidentales, furent les premiers Européens à entrer en contact avec ce prodige de pierre. Le nom de l'île s'imposa naturellement, l'île de Pâques. À cette époque, environ 3000 autochtones vivaient sur place. Mais la rencontre commença dans la tragédie. Par incompréhension et peur, les Hollandais ouvrirent le feu. Les journaux de bord de l'expédition témoignent de l'horreur et de l'étonnement. Certains autochtones tombèrent, mais les autres ne fuyaient pas.
Il restait debout, regardant ces étrangers. La situation ne se calma que lorsque les habitants apaisèrent les étrangers avec des dons, des bananes et des poules. Roggven et son équipe furent profondément choqués par ce qu'ils voyaient. Sur le rivage, des dizaines de têtes géantes, partiellement enterrées, se dressaient devant eux. Incapables de croire que de tels sauvages puissent créer quelque chose d'aussi impressionnant, les marins conclurent que les statues avaient été érigées par une civilisation plus ancienne, aujourd'hui disparue. Ils observèrent les Rapa Nui allumer des feux devant les idoles et effectuer des mouvements rythmés que les membres de l'expédition chrétienne interprétèrent comme une forme de satanisme. Pourtant, la vraie fonction des Moai et de leurs bâtisseurs resta mystérieuse, principalement à cause de l'absence totale de communication, Roggven et ses hommes ne connaissant pas la langue locale. Ce problème de transmission des connaissances allait devenir clé dans la tragique histoire de l'île, conduisant à la disparition de nombreux secrets anciens. Ce premier contact tragique avec les Hollandais ne fut que le début d'une série de malheurs qui s'abattirent sur les habitants de Rapa Nui. 48 ans plus tard, en 1770, des navires espagnols abordèrent l'île. Le capitaine Felipe González déclara Rapa Nui possession de la couronne espagnole, bien que Madrid n'ait jamais été informé ou ait simplement oublié cette conquête. Les autochtones furent rapidement baptisés et quelques évangiles leur furent remis, puis les Espagnols repartirent tout aussi discrètement. Les Rapa Nui retenaient surtout que ces étrangers appréciaient des cérémonies étranges et incompréhensibles, mais cette possession n'apporta ni protection ni prospérité à l'île. Au début du XIXe siècle, Rapa Nui fut intégrée au marché mondial, non pas comme territoire, mais comme ressource. L'île devint un point de passage clé pour les baleiniers et, ce qui était encore plus tragique, pour les trafiquants d'êtres humains. Une période d'exploitation massive commença. Les autochtones furent kidnappés, embarqués de force sur des navires américains, français et britanniques, puis emmenés vers les marchés d'Amérique latine où ils étaient vendus pour une modique somme. Une tentative, tristement célèbre, eut lieu dans les années 1860. Le vice-amiral français Dutroux-Bornier, marié à une femme locale, se proclama roi de l'île. Son règne fut bref et se termina de façon brutale. Ses propres subordonnés le supprimèrent en empoisonnant son vin, et son épouse fut plus tard persécutée par les siens pour son manque de conscience politique. Mais le coup le plus dévastateur survint en 1862, lorsque des trafiquants péruviens débarquèrent. Ils menèrent un raid massif, kidnappant 1500 personnes, soit la moitié de la population de l'île. Ces personnes furent vendues pour travailler dans les mines de guano, un travail épuisant. Le guano, excrément fossilisé d'oiseaux marins, valait alors une fortune, source vitale d'azote et de phosphore pour les engrais, mais aussi matière première pour la poudre et les explosifs. Exposés à la chaleur extrême et aux émanations toxiques, les Rapa Nui subirent de terribles épreuves qui conduisirent à leur rapide déclin. Dans le monde relativement civilisé, cet acte provoqua un énorme scandale, largement couvert par la presse européenne. Sous la pression de la communauté internationale, les autorités péruviennes furent contraintes de renvoyer les survivants sur l'île. Mais sur des milliers d'enlevés, seuls 15 revinrent, et ce cadeau se révéla pire que l'enlèvement lui-même. Ces 15 personnes ramenèrent la variole. Une épidémie dévastatrice s'abattit sur toute l'île, ne laissant aucune chance à une population déjà affaiblie et démoralisée. En 1877, la moitié restante des autochtones avait presque complètement disparu. Il ne restait sur l'île pas plus d'une centaine de personnes, tous ceux qui subsistaient d'une civilisation autrefois fière et puissante. Ce petit groupe devint les héritiers des Moai et du mystère lui-même. Peu de temps après, le Chili racheta Rapa Nui aux quelques chefs encore présents pour 6 000 livres sterling. Tous ces événements tragiques, le dimanche fatal, la traite des êtres humains, les épidémies, se déroulaient sous le regard indifférent des géants de pierre. Et la conséquence la plus terrible de ces tragédies n'était pas économique. Avec la disparition des clans dits des oreilles longues, le fil vivant qui reliait le présent au passé fut rompu. Avec eux, disparurent les détenteurs des connaissances anciennes sur qui, comment et pourquoi les Moai avaient été érigés. La pratique séculaire de la transmission orale de l'histoire de génération en génération prit fin. La catastrophe fut achevée par les missionnaires chrétiens, qui brûlèrent de nombreuses tablettes de bois, des exemples de l'écriture Rapa Nui connue sous le nom de Rongo-Rongo. À la suite de ces événements, la mystérieuse signification des statues disparut, et la langue Rapa Nui elle-même sombra presque dans l'oubli. Ainsi, lorsque les scientifiques foulèrent cette île des décennies plus tard,
Ils découvrirent des centaines de gigantesques sculptures de pierre, mais ne trouvèrent personne capable de raconter leur histoire. L'énigme de Moai devint absolue, passant de simples questions archéologiques à véritable enquête, avec des indices mais aucun témoin. Et c'est à ce moment précis que nous devons plonger dans la technologie même de création de ces géants de pierre, pour comprendre comment de simples Polynésiens purent réaliser quelque chose dépassant leurs capacités traditionnelles. Nous savons que l'île de Pâques compte environ 900 statues Moai. Leurs dimensions varient, une plus petite achevée mesure 3 mètres, mais en moyenne, elle culmine près de 10 mètres, et un colossal inachevé devait atteindre 21 mètres. Leur poids varie de 20 à 90 tonnes. Elles sont toutes fabriquées dans un matériau unique, le tuf volcanique tendre, bien que quelques exceptions existent en basalte. Les traits de pierre des Moai, sur lesquels l'officier hollandais Beren s'était tant étonné, paraissent à première vue trop parfaits et presque artificiels pour des peuples sauvages. La clé pour comprendre cette technologie se trouve dans un seul endroit, sur les pentes du volcan Rano Raraku. Ce volcan est en réalité un cratère secondaire sur les flancs du plus haut sommet de l'île, le Terevaka. Rano Raraku est la fabrique de pierre où le temps s'est arrêté. Le cratère est impossible à manquer. Près de la moitié des Moai, des centaines de statues y reposent encore, abandonnées à différents stades de finition, comme si les ouvriers s'étaient arrêtés brusquement et n'étaient jamais revenus. Le cratère lui-même est rempli d'eau fraîche, entouré de roseaux denses que les Rapanui utilisaient pour construire leurs canoës et leurs toits. Le secret de Rano Raraku réside dans sa géologie. Le volcan est composé de tuf volcanique, tendre, idéal pour la sculpture. Il se travaille facilement, avec de simples ciseaux en pierre, mais conserve une solidité suffisante une fois durci. Une théorie suggère même que ce tuf, riche en calcium et phosphore, était utilisé en agriculture pour fertiliser les champs de bananes et de patates douces. Ainsi, certains chercheurs supposent que certaines statues, laissées dans la carrière ou sur le chemin des villages, n'y étaient pas par hasard, mais avec un objectif sacré. Leur présence aurait une influence bénéfique sur la fertilité du sol de toute l'île. La création d'une statue commençait par le visage, sculpté directement dans la masse rocheuse avant de passer aux oreilles, aux épaules et au torse. Ensuite, une fois la face presque achevée, la statue était délicatement séparée de la masse et descendue le long de la pente. Après son installation sur les plateformes, les Moai étaient ornés d'yeux en corail, aux pupilles rouges de pierre. Ceux-ci n'étaient placés qu'au moment des rituels, et c'est à ce moment précis, selon la croyance des Rapanui, que la statue prenait vie, devenant non seulement une pierre, mais l'incarnation d'un esprit d'un ancêtre. La création des statues n'est qu'une moitié du mystère. Mais comment ont été déplacés sur des dizaines de kilomètres à travers l'île sans roues ni outils métalliques? C'était un défi d'ingénierie titanesque qui a longtemps intrigué les scientifiques. Il existe deux principales hypothèses scientifiques sur les méthodes de transport, toutes deux confirmées par des expériences modernes. La première, activement promue dans les années 50 par le célèbre explorateur norvégien Thor Heyerdahl, supposait un traînage horizontal. Son équipe a démontré qu'une statue pouvait être déplacée en la posant sur des rouleaux en bois ou des troncs qui auraient peut-être contribué à la déforestation de l'île. Mais des recherches plus récentes ont proposé une théorie plus intrigante. La marche verticale. Selon cette version, les statues n'étaient pas traînées, elles étaient faites marcher. On les balançait à l'aide de cordes et on les déplaçait pas à travers l'île. En 2012, des scientifiques ont mené une expérience. Une équipe de 18 personnes, utilisant cordes et techniques de balancement, a réussi à déplacer une copie de Moai de 5 tonnes sur 100 mètres en seulement 40 minutes. Si l'on considère que les Moai avaient une structure particulière, un centre de gravité décalé et une base en V parfaitement adaptée à ce déplacement, cette théorie paraît très convaincante. Pourtant, malgré les preuves scientifiques, de nombreux habitants continuent de croire aux légendes locales, selon lesquelles les Moai se déplaçaient non pas par la force physique, mais sur ordre des prêtres, grâce à d'anciens rituels magiques. Après la descente des pentes, les Moai étaient soumis à une finition minutieuse. Détail du cou et du dos, polissage de la surface, avant d'être transportés vers leur lieu d'installation,
d'immenses plateformes cérémonielles. Sur place, on creusait un énorme trou et on y enterrait la statue à environ 2/3 de sa hauteur. Sur les pentes de Ranu Raraku, il est encore possible d'observer toutes les étapes de cette fabrication. Des contours à peine esquissés des futurs géants, jusqu'aux colosses presque achevés, attendant leur chemin. La fabrique des Moai s'est tue brusquement, laissant derrière elle des centaines de statues inachevées, comme si le temps avait perdu son rythme. Pourquoi les habitants de Rapa Nui, dont la culture entière était centrée sur la création de ces géants, se sont-ils arrêtés soudainement ? Archéologues et historiens proposent plusieurs explications, chacune éclairant à sa manière la chute de cette civilisation grande mais fragile. La théorie la plus connue, et la plus dramatique, relie l'arrêt de la construction des Moai à une catastrophe écologique. La création et le déplacement de statues de 90 tonnes nécessitaient une quantité inimaginable de bois. Les troncs servaient de rouleaux pour le transport horizontal, de leviers pour l'installation verticale, ainsi que de combustible pour les feux et de bois pour construire canoës et habitations. Aveuglés par le besoin de construire des symboles toujours plus impressionnants de leurs statues et de leur foi, les Rapa Nui coupaient les forêts sans réfléchir, sans se soucier de replanter. En conséquence, l'île, autrefois recouverte de forêts subtropicales denses, s'était transformée, à l'arrivée des Européens, en plaine presque nue et herbeuse. La destruction de la couverture forestière eut des conséquences catastrophiques. Érosion des sols, les pluies emportaient la couche fertile et l'agriculture devint impossible. L'île se retrouva piégée. Pas d'arbres, pas de canoës pour la pêche, pas de fertilité, pas de patates douces ni de bananes. La famine, provoquée par le manque de ressources, déclencha de violents conflits entre clans. Les légendes de l'île évoquent l'époque du Huri-Moai, quand les habitants commencèrent à renverser massivement les statues de leurs rivaux, transformant des symboles de foi en symboles de défaite. Les géants de pierre, jadis protecteurs des villages, gisaient désormais face contre terre, brisés et humiliés. Ces conflits internes, combinés aux maladies importées par les navires blancs, accélérèrent le déclin final. Une autre version, moins romantique mais plus technique, propose une explication différente. Les géologues qui ont étudié Ranu Raraku ont découvert que les tailleurs de pierre, en creusant la pente, atteignaient finalement des couches de roches trop dures. Le tuf volcanique n'était plus un matériau malléable, facile à travailler avec des ciseaux en pierre. Face à ce cul-de-sac technique, lorsque les efforts pour sculpter une seule statue augmentèrent considérablement alors que le rendement diminuait, toute l'économie et la pratique religieuse basée sur la fabrication des moai perdirent leur sens. Incapables de poursuivre facilement leur tradition, une société dont l'identité était intrinsèquement liée à la construction monumentale se retrouva en crise idéologique et matérielle, extrêmement vulnérable aux problèmes écologiques et sociaux. Ainsi, la fin de la grande fabrique des moai résulte très probablement d'un tragique concours de circonstances. La crise écologique priva les clans de nourriture et de moyens de transport, l'impasse technique leur ôta espoir et objectifs communs, et les conflits internes parachevèrent la destruction. Mais même après ce grand déclin et cet oubli, même après que les statues aient été renversées et laissées à l'abandon, la question la plus fondamentale reste entière, et elle continue de faire réfléchir les scientifiques. Pourquoi ? Dans quel but ces anciens ont-ils investi tant de ressources, tant de temps, et finalement sacrifié leur propre avenir pour ces colosses de pierre ? Pourquoi se tenaient-ils exactement là où on les a trouvés, et vers quoi se tournait leur regard muet de pierre ? Les réponses à ces questions nous ramènent à la frontière entre l'histoire scientifique et les hypothèses les plus audacieuses, voire fantastiques. Aucune des versions scientifiques ou anthropologiques ne captive l'imagination comme la plus exotique de toutes, qui pourtant compte de millions d'adeptes à travers le monde. C'est cette théorie qui a transformé les moai de simples monuments en balises cosmiques, faisant de Rapa Nui un lieu culte. Avant d'aborder les hypothèses les plus incroyables, concentrons-nous sur l'énigme la plus évidente, que les Européens n'ont jamais pu expliquer: la disposition des moai. La grande majorité des statues installées sur les plateformes cérémoniales Aou ne regardent pas vers l'océan infini, mais vers l'intérieur de l'île, face aux anciens villages. Ce n'est pas un simple hasard, mais la clé pour comprendre leur vocation spirituelle.
On pense que les Moai incarnaient l'esprit de puissants ancêtres ou de grands chefs. Leur rôle était double. D'une part, protéger les vivants de tout danger, qu'ils viennent de la terre ou de la mer. D'autre part, assurer la prospérité, la santé et la fertilité de la communauté qu'ils surveillaient de leur regard de pierre, attentifs mais silencieux. Ils étaient des conducteurs spirituels, des réservoirs de la force sacrée mana, qui se déversait sur le territoire du clan. Cette interprétation semble la plus logique. Dans les cultures polynésiennes, le culte des ancêtres occupe toujours une place centrale, et les monuments servaient souvent d'expression visible de ce respect. Les yeux de pierre, installés uniquement lors des rituels, donnaient vie à l'ancêtre, permettant à sa force d'agir. Cependant, comme toujours à Rapa Nui, il existe des exceptions intrigantes qui défient cette théorie bien construite. Sur l'île, 7 statues ont été découvertes et, contrairement à la règle générale, elles regardent directement l'océan ouvert. Que surveillaient ces gardiens? Les hypothèses varient. Peut-être servaient-ils de repères de navigation, symbolisant la route suivie par les premiers Polynésiens arrivés sur Rapa Nui et facilitant l'orientation des navigateurs suivants. Pour des Polynésiens dont la vie dépendait entièrement des étoiles et des courants océaniques, une telle fonction aurait été cruciale. Une autre hypothèse suggère qu'ils étaient des sentinelles permanentes, destinées à repérer en premier toute approche d'étrangers ou d'ennemis venant de la mer. Dans le contexte des conflits internes et de l'arrivée ultérieure des Européens, cette version prend une tournure presque prophétique et sombre. On ne peut pas non plus exclure une fonction plus pragmatique des Moai. Vous vous souvenez du tuf volcanique, matériau riche en phosphore et calcium dont sont sculptées les statues. Les scientifiques ont suggéré que les Moai pouvaient servir d'instruments religieux et agricoles. Dispersées à travers l'île, les statues pouvaient, symboliquement et peut-être même physiquement, par la lente érosion de la pierre, augmenter la fertilité du sol. Cette idée pourrait expliquer leur nombre incroyable. Il est logique que, face à la dégradation de l'environnement et à la baisse des récoltes, lorsque les ressources alimentaires devenaient insuffisantes, les habitants aient sculpté de plus en plus de statues, dans l'espoir que plus il y aurait de Moai, plus l'aide divine serait grande, et par conséquent, plus la récolte de patates douces serait abondante. Ainsi, la construction des Moai aurait pu devenir une boucle de rétroaction. La foi en leur puissance exigeait de nouvelles statues, entraînant la déforestation et aggravant la famine, qui à son tour nécessitait encore plus de statues. Ces explications scientifiques et anthropologiques, basées sur le culte des ancêtres, la navigation et la magie agricole, semblent convaincantes et complètes. Elles démontrent le génie des Polynésiens et la tragédie de leur choix. Mais elles ne répondent pas à la question principale. Comment? Comment ont-ils géré une telle logistique sans technologie moderne? Comme si les Moai, défiant l'histoire, nous invitaient à regarder au-delà du possible humain. Et c'est là, à la frontière du rationnel, que commence la partie la plus fascinante du mystère. La théorie selon laquelle les Moai portent des messages destinés non pas aux hommes. Ils pourraient être des repères pour ceux qui arrivent non pas par l'océan, mais par les étoiles. L'idée que les Moai n'auraient pas été créés pour le culte, mais pour accomplir une fonction surnaturelle, voire cosmique, a connu un succès incroyable dans les années 1960, grâce aux travaux d'auteurs comme Erik von Däniken. L'argument principal de cette théorie est simple et provoquant. Des structures aussi complexes et techniquement sophistiquées ne pouvaient être réalisées par un peuple isolé, dont le développement culturel se situait, en gros, au niveau de l'âge de pierre. Comment des hommes, qui ne connaissaient pas la roue et n'utilisaient pas le métal, auraient-ils pu travailler et transporter des blocs de pierre de 90 tonnes sur de telles distances? La théorie suggère que les constructeurs de Rapa Nui ont soit été formés par une civilisation extraterrestre avancée, ont soit reçu d'elle des outils primitifs, et que les statues elles-mêmes font partie d'un plan grandiose, mais incompréhensible, des balises de navigation pour des visiteurs venus d'un lointain cosmos. Pour soutenir cette hypothèse incroyable, ses partisans pointent du doigt des codes cachés, dissimulés dans la disposition des Moai. Ils observent que les plateformes cérémoniales, Aou, sur lesquelles reposent les statues, ne sont pas disposées au hasard. Au contraire, elles forment des clusters et des lignes qui correspondraient parfaitement à certaines cartes stellaires. On cite le plus souvent la ressemblance étreufante entre la disposition des grands Aou et les étoiles clés de la constellation d'Orion.
Si cela est exact, une telle précision astronomique exigerait des connaissances inaccessibles aux Polynésiens d'époque. Au-delà de l'énigme de leur disposition, l'étude détaillée des statues elles-mêmes révèle toute une galerie de ce que certains appellent preuves d'astronautes. Rappelons les pukao, ces imposants chapeaux cylindriques en roche volcanique rouge placés sur la tête de certains moaïs. Pesant jusqu'à 10 tonnes, ces cylindres parfaits selon les ufologues ne ressemblent en rien à de simples coiffes traditionnelles. Ils seraient plutôt interprétés comme des casques, des protections ou même des antennes destinées à recevoir ou émettre des signaux. De plus, sur le dos de certains moaïs et sur les rochers de toute l'île, des pétroglyphes, des dessins rupestres représentant des figures humanoïdes stylisées, ont été découverts. Alors que les chercheurs les identifient comme aku-aku, esprits ou protecteurs locaux, les partisans de l'hypothèse extraterrestre y voient des êtres en combinaison encombrante, avec des casques ronds, des cols serrés et même des sortes de tuyaux respiratoires. Ces figures de pierre en tenue, tels des témoins figés, deviennent la pierre angulaire de la théorie selon laquelle les anciens habitants de Rapa Nui étaient non seulement des observateurs, mais aussi des élèves ou partenaires directs d'extraterrestres qui les auraient aidés à créer les moaïs. Cette symbiose entre ingénierie complexe, précision astronomique supposée et détails stylisés rappelant un équipement amène à se demander « Peut-être que les moaïs ne sont pas un phénomène isolé, mais une partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Et si ces géants de pierre n'étaient qu'un nœud dans un réseau planétaire de constructions anciennes, reliant Rapa Nui à d'autres grandes énigmes de notre planète ? Abonnez-vous. Ce qui va suivre, vous ne l'avez probablement jamais entendu auparavant.